Bonsoir, voici ma lecture de la semaine. Et oui, comme vous le savez, je lis un livre chaque semaine. Et cette semaine, j'ai lu La vache pourpre de Seth Godin. Seth Godin. Dans quelques secondes, je vous livre mon avis. Alors, qu'est-ce qui peut bien arriver à cette vache pourpre? En fait, c'est pas un roman. C'est plutôt un guide. Donc le sous-titre, enfin on va dire le pitch, pour parler en bon français, c'est « Rendez votre marque, vos produits, votre entreprise remarquable ». Effectivement, si on se promène dans la nature et que l'on voit un champ sur lequel il y a des vaches, on va dire « Oh, des vaches normandes par exemple ». Et si on voit une vache pourpre, on va se dire « Tiens, il y a une vache pourpre ». Évidemment, si on voyait un champ de vaches pourpres, on va dire, tiens, ce sont des vaches pourpres. Ouais, dans la région, les vaches sont pourpres, c'est un peu étonnant la première fois, mais on s'y habitue vite. Eh ben non, en fait, l'idée, c'est de ne pas s'habituer. Donc, c'est de faire quelque chose d'assez remarquable pour que ça attire des clients. Alors, pourquoi je lis ce genre de livre? Eh bien, parce que j'ai créé moi aussi ma propre entreprise, ma propre auto-entreprise. Et évidemment, ce qui est difficile quand on est entrepreneur sur Internet, c'est de se faire connaître. Et quand on crée une école de musique, ce qui est mon cas, évidemment, non seulement il faut rassurer les futurs élèves sur ce qu'on est capable de leur enseigner, comment on peut les transformer, mais il faut aussi créer quelque chose qui soit suffisamment remarquable, une école qui soit suffisamment remarquable pour que les gens se disent « Ah ouais, c'est chez lui que j'ai envie d'aller ». Okay. Et donc, ce livre m'a aidé. Alors bon, je l'ai lu assez récemment, puisque j'ai lu cette semaine, alors que mon école de musique, elle, existe déjà depuis bientôt 6 ans. Mais quand même, ça m'a donné des idées intéressantes. Alors, c'est pas un livre éthique du tout, c'est-à-dire que, bon, ça parle de commerce, d'accord, mais le commerce peut être éthique s'il rend service à des millions de gens. Là, le problème, c'est que parfois, il donne des exemples d'entreprises qui ont réussi. On peut dire que éthiquement, bon, c'est discutable. Mais le but du livre, c'est pas d'être un livre éthique, d'un livre moral ou je ne sais quoi. C'est de simplement donner des exemples de ce qui fonctionne. Et l'idée, c'est pas voici comment vous allez pouvoir arnaquer vos clients, etc. Pas du tout. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce livre, c'est comment rendre les choses remarquables, par exemple en offrant, si vous construisez un produit ou vous inventez un service qui rend vraiment service aux gens parce qu'ils en ont besoin, ou vous fabriquez un produit qui va vraiment leur faciliter l'existence, très bien, mais comment faire en sorte que votre produit, votre marque, votre service sortent du lot. Et donc, ça peut être par un service client exceptionnel, par exemple. Ça peut être parce que vous faites un produit qui est vraiment, vraiment très bien. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que plutôt que de dire, écoutez, sortez n'importe quoi, de toute façon, je vais vous montrer le marketing qu'il faut pour que vous puissiez le vendre, eh bien non. Ce que Seth Godin fait, alors Seth Godin, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur une autre forme de marketing, qui est beaucoup plus naturel, notamment un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le marketing du bouche à oreille ». Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que si on parle d'un produit, si on parle d'une marque et que ça devient viral, entre guillemets, c'est-à-dire si on en parle les uns les autres et que d'un seul coup, tout le monde a envie de... Il prend un exemple, par exemple, d'une entreprise qui fabrique des beignets, et les gens se disent « Ah, chouette, l'entreprise va venir dans ma ville, on va avoir des super beignets. » Pourquoi est-ce que les gens sont contents? Pas parce qu'on les a matraqués de publicité pendant des heures et des heures et des heures, et ils finissent par aller chez le vendeur de beignets comme ça, comme des morts-vivants, et sans savoir ce qu'ils font. Pas du tout. C'est un peu le marketing qu'on nous vend aujourd'hui, le neuromarketing soi-disant. Les gens vont même pas se rendre compte qu'ils cliquent sur le bouton acheter comme des robots sans réfléchir. Bon, faut pas prendre les gens pour des abrutis quand même. Pas tous, ils sont pas tous abrutis. Donc non, là, ce que dit Seth Godin, c'est non, faites un produit vraiment remarquable. Si vous vendez des beignets, faites en sorte qu'ils soient délicieux, qu'ils correspondent exactement au goût des gens, quoi. Ou si vous créez un service, faites en sorte que ce soit vraiment un service tellement remarquable que tout le monde ne parlera plus que de ce genre de service, quoi. Okay. Donc ça donne plein d'idées.
Donc à chaque fois, il y a une petite note en disant voilà, le conseil tout que c'est ça. Donc il y a une petite vache ici, là, pour dire attention, voilà le conseil que je vous donne. Et alors, bon, bien sûr, tout ne peut pas servir. Il faut adapter, quoi. Il faut adapter à sa propre marque, sa propre entreprise, ses propres services. Mais c'est hyper intéressant. Et l'idée, c'est pas de sortir un truc, allez hop, en essayant de vendre au maximum. En fait, ce qui fait beaucoup au début, c'est qu'il parle du complexe télé-industriel qui était à la base, hein, la télévision. Quand on n'avait pas Internet, c'était on veut vendre quelque chose, allez, on fait du matraquage publicitaire à la radio, à la télévision, etc., dans les médias, quoi. Et à force d'entendre les mêmes slogans, à force de voir les mêmes slogans, à force de les lire, etc., bah, on finit par acheter. Bon, c'était un sketch de Coluche, hein, il y a très longtemps, hein, qui disait qu'on vendait de la musique qui était un peu insipide, qui était un peu fade pour lui, et il disait, mais à force de les écouter, vous finissez par les acheter. Ben, c'est exactement ce que dénonce Seth Godin dans ce matraquage tel-industriel, à savoir que, bah, à force d'être matraqué par les mêmes messages, on finit par y croire, et on finit par acheter sans plus trop réfléchir. Et Coluche disait, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas. Alors ça faisait beaucoup rire, mais c'est vrai. Si on arrête d'acheter des produits, certains produits, eh bien on va arrêter de les vendre, parce que quel est l'intérêt d'un entrepreneur, d'une entreprise, de vendre un produit de fabriquer un produit qui ne vendra jamais. Donc le pouvoir de la consommation est énorme. Mais ce qui est énorme aussi, c'est malheureusement le pouvoir d'une publicité massive pour des choses inutiles, par exemple. Alors que quand vous rendez un objet du quotidien, un objet qui vous sert, et vous le rendez meilleur à l'utilisation pour vos clients, et ben, du coup, les gens vont parler de vous et vous allez vendre plus de votre produit. Mais ce n'est pas un marketing, dire j'ai réussi à manipuler les gens. Ben non, simplement, vous l'avez vraiment rendu service. Je prends juste un exemple, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Dutch Boy et le renouveau du commerce de la peinture. Alors, il prend beaucoup d'exemples, évidemment, des États-Unis d'Amérique. Et des fois, il dit, ah bah quand même, vous avez forcément entendu parler de ça, sinon, je ne sais pas où vous vivez. Bah, je vis tout simplement en Europe. Voilà. Donc, il y a des marques qui n'ont pas à traverser l'océan. Bon. Alors, voilà, Dutch Boy, le renouveau du commerce de la peinture. Donc, je vous lis juste le passage. C'est pages 102 et 103. C'est tellement simple que ça fait peur. Les pots de peinture sont lourds, difficiles à transporter, difficiles à ouvrir, difficiles à fermer, mal pratiques et en fait tristes. Bon, les pots de peinture sont tristes, bon, si on veut. Mais ils existent depuis longtemps et tout le monde suppose qu'ils ont leur raison d'être. Bah oui, forcément, si on veut repeindre son salon, bah, on va utiliser un pot de peinture. Mais c'est vrai que le pot de peinture, généralement, c'est très massif et très lourd à porter et on peut se faire mal au dos. Tout le monde, sauf Dutch Boy. Cette entreprise a compris que les choses pouvaient changer. Elle a aussi compris que le contenant fait partie intégrante du produit. Les gens n'achètent pas de la peinture, ils achètent des murs peints, et un contenant convivial rend l'opération tellement plus facile et agréable. Ce qui veut dire par là, c'est bien sûr qu'ils achètent de la peinture, mais le but c'est pas je vais acheter de la peinture aujourd'hui, ça va être sympa, et tu vas en faire quoi? Oh bah rien, c'est juste histoire d'acheter de la peinture. Bah non, en fait j'achète quoi quand j'achète un pot de peinture? J'achète l'idée que mon mur va être plus beau, que ça va être plus agréable de vivre dans ma pièce plutôt que de vivre dans une pièce où tous les murs sont gris. Bon, désolé, hein, quand j'ai fait la peinture, j'ai fait mes propres mélanges de pigments, tout ça, et ça devait être un joli beige clair et ça a fini en gris foncé. Bon, un gris souris, on va dire. Bon, je le ferai mieux la prochaine fois. Bon. Et donc, il faut effectivement que ce soit facile et agréable. Quelques modifications évidentes au traditionnel pot de peinture ont fait grimper les ventes de Dutch Boy de façon vertigineuse. La question évidente, pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps? Tout simplement parce que on a toujours fait comme ça, donc on ne va pas changer, quoi. Mais eux, ils ont changé. Dutch Boy a donc lancé un nouveau conteneur à peinture, facile à transporter, facile à verser et facile à refermer. Les ventes ont explosé. Pas surprenant, non seulement le nouvel emballage a fait grimper le chiffre d'affaires, mais il a aussi permis d'accroître la distribution de la marque avec une hausse du prix de détail. Voilà du marketing bien fait, du marketing où le spécialiste change le produit, pas la publicité. Voilà, donc après le conseil qu'il nous donne, c'est où finit votre produit et où commence votre battage publicitaire.
le pot de peinture Dutch Boy est nettement un produit, pas un battage publicitaire. Pouvez-vous redéfinir ce que vous vendez de façon semblable? L'air de dire, faites quelque chose qui soit vraiment utile aux gens et arrêtez de faire de la pub à tout va. À la rigueur, vous ne faites pas de pub du tout, vous lancez le produit et si ça rend vraiment service aux gens, eh bien vous allez le vendre, quoi. C'est un peu ce qui se passe avec le concours Lépine, par exemple. Tous les ans, il y a des inventeurs qui sont primés au concours Lépine et parce qu'ils nous inventent des outils du quotidien. Des choses où on se dit, mais ok, bon, c'est vrai que c'est très pratique. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Parce que ça n'existait pas et puis il n'y avait pas des gens qui avaient réfléchi pour trouver quelque chose. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller vers les problèmes des gens et de leur dire, mais de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qui vous manque? Ah, mais ce qui serait génial, c'est par exemple, quand j'épluche des oignons ou des échalotes, c'est pas évident, ça me fait pleurer, tout ça. Bon, c'est... Alors j'essaie de les éplucher sous l'eau, mais bon, ça consomme beaucoup d'eau, tout ça, donc c'est pas très pratique. Et bien, il y a quelqu'un qui a inventé un épluche échalote, ou un épluche oignon, un épluche ail. C'est une espèce de tube en silicone, c'est tout simple, il suffit de les mettre dedans, on les roule, hop, ça épluche tout, on ne pleure pas, on économise de l'eau. On va se dire, mais c'est tout simple en fait, il suffit de les rouler dans quelque chose qui, c'est pas du papier, c'est du silicone alimentaire. Mais c'est tout simple, mais il fallait l'inventer, quoi. Ou par exemple quelqu'un qui s'est renseigné auprès d'autres personnes qui ont dit, tu vois, ce qui nous gêne, c'est que quand on presse un citron, on s'en met plein les mains, on en perd la moitié, ou alors il faut utiliser un ustensile avec nous, mais si on est en balade par exemple et qu'on a envie de se faire un citron, c'est pas évident de sortir son presse-citron, enfin voilà, c'est pas évident, donc si on le mange, on en perd toujours une partie. Bon. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il dit, c'est simple, vous coupez une toute petite partie du citron et vous vissez quelque chose dessus et vous pressez le citron comme une poire là, et ça passe par le petit... donc c'est un petit réservoir, en fait, c'est pas un réservoir, c'est plutôt un bec verseur, et pouf, on fait ça, et le jus sort directement du citron, quoi. Mais c'est excellent, quoi. Moi, je l'utilise régulièrement quand je veux presser mes citrons. Je dis, mais c'est tout simple, en fait. En fait, ça creuse une espèce de colonne dedans, et puis voilà, le jus passe par là, quoi. Il passe par un petit tuyau, quoi. C'est tout simple. Mais encore fallait-il inventer. Bon, le rasoir économe pour éplucher ses légumes, enfin, il y a plein d'inventions, je ne vais pas toutes vous les citer, tellement il y en a des milliers. Et bien ça, c'est génial, quoi, et ça rend vraiment service aux gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, comment rendre service à ses clients, tout simplement. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé la vache pourpre. Alors, encore une fois, il y a plein de conseils qui ne sont pas forcément applicables à ce que je fais. Il y en a d'autres que je connaissais déjà parce que mon entreprise a déjà quelques années et je connaissais déjà un peu Seth Godin et son état d'esprit. Mais je trouve que c'est hyper stimulant et voilà, et ça donne de très bonnes idées. Et en plus, c'est pas très cher. Et donc, si vous voulez l'acquérir, vous trouverez un lien affilié Amazon en description de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, car comme vous le savez, je lis un livre chaque semaine.